Je suis bien contente d'être ici. Alors beaucoup de choses ont été dites, hein, j'ai entendu. Et puis c'est pas la première fois non plus que j'assiste aux différentes mobilisations contre ces LPPR. Et même avant, j'ai déjà me suis beaucoup intéressée finalement à la précarité de la recherche. Alors ce que je voudrais apporter comme point de vue, c'est que finalement le coronavirus, d'une certaine manière, a jeté une certaine lumière sur ce que c'est que ce monde de la recherche, qui n'est pas tant connu que ça, qui est derrière les murs, et finalement qui touche pas tellement la société. Et je trouve intéressant parce qu'à travers le professeur Bruno Canard, par exemple, qui a mis en lumière que les budgets de la recherche lui ont été captés, arrêtés, il n'a pas pu poursuivre ses études, et en voilà les conséquences pratiques, puisqu'il faut toujours être pragmatique. Voilà, donc je trouve que ça met en lumière un secteur d'activité, et c'est très bien pour les luttes que vous allez mener. Alors bien sûr, suite aussi à ce fameux coronavirus, Monsieur le Président Macron a dit qu'il allait intensifier la recherche à l'échelle française et européenne, bien évidemment. Alors intensifier, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est la logique à l'œuvre, tout de suite dans les termes qu'on l'on voit à travers cette LPPR? Écoutez, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais simplement lister un peu tous les points de cette loi qui traduisent tout simplement la libéralisation du monde et aussi celui de la recherche. Je ne vois pas pourquoi le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur finalement échapperait à la logique mondiale, je dirais mondiale. Et quand je dis mondiale, c'est parce que j'ai aussi eu l'opportunité d'organiser un colloque en 2018 avec des chercheurs européens et aussi sud-américains sur la précarisation de la recherche et à l'échelle européenne qui s'inscrit précisément dans le processus de Bologne. Alors c'est sûr que ça arrive doucement, on ne le voit pas, mais finalement en voilà la traduction concrète, effectivement, à travers cette LPPR. Alors c'est quoi? C'est le financement par projet, qui implique que les chercheurs, au lieu de chercher, passent leur temps à chercher de l'argent et à faire des évaluations et des papiers d'évaluation. On connaît ce système de l'évaluation partout, dans l'éducation nationale, à l'hôpital, etc., combien de lits, etc. Voilà, c'est aussi dans la recherche, et c'est bien sûr complètement contraire à la logique de la recherche. La recherche, elle doit avoir du temps. Elle doit avoir du temps pour chercher. Moi, je me souviens qu'il y avait un chercheur, justement, qui me racontait une anecdote. Je vous la redis, quoi. C'est une légende, mais quand même, elle est très significative. Qu'est-ce qu'a découvert Newton, précisément? Sa gravité. Il l'a découvert, justement, après, en dormant sous un pommier. Vous voyez, on ne cherche pas parce qu'on cherche à trouver quelque chose. On cherche un peu comme ça, par hasard. Donc le temps, qui vaut de l'argent dans ce monde, précisément, c'est le problème. Et c'est le problème du court-termisme de l'argent et des financements de la recherche par projet. C'est aussi la précarité qu'implique la précarité avec ce fameux CDI de chantier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette novlangue? On sait très bien qu'un CDI de mission, comme un CDI de chantier, etc., c'est forcément un CDD qui précarise donc le chercheur. Comment peut-on chercher quand on sait que demain, on ne pourra ne plus chercher? Bon, alors précisément, par rapport à la précarité des chercheurs et des enseignants-chercheurs et des doctorants, des post-doctorants, moi-même j'avais demandé l'ouverture d'une commission d'enquête. Bon, ça a été refusé, concernant cette précarité. Alors là, je vois qu'il y a une fausse concession de Mme Vidal. Vous voyez, c'est cette fausseté qu'il va falloir dénicher quand on va étudier ce projet de loi. Elle parle d'offrir, attendez, je regarde quelques chiffres, 5 milliards sur 10 ans. Déjà, j'annonce que dans 10 ans, ils seront peut-être plus là, ou je l'espère, donc ça veut dire qu'elle laisse cet engagement sur les prochains gouvernements, d'une part, et que d'autre part, les chercheurs, avant qu'ils ne soient véritablement titularisés, ils sont déjà âgés, donc c'est que au moment où ils sont titularisés, ils touchent déjà 1,5 SMIC. Enfin, c'est déjà une obole, on va dire, mais finalement, ces fameux deux fois le SMIC qu'elle propose, qu'elle promet, c'est très tardif dans la vie d'un chercheur. C'est très très tardif. Qu'est-ce qu'on fait entre ses débuts de recherche à 24 ans jusqu'à 35 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle précarité on vit? Voilà. Alors bien sûr, cette logique de rentabilité va avec la logique de concurrence qu'on sait être mise à l'œuvre, la concurrence entre les universités qui finalement marchandisent le savoir. On a entendu parler de bachelor, de choses bizarres.
au sein des universités qui trouvent par ce moyen d'avoir de l'argent, sans parler effectivement de l'augmentation maintenant des frais d'inscription pour les étrangers, qui, je l'annonce, sont une porte ouverte, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, mais dont les termes sont une porte ouverte pour une généralisation de la hausse des frais d'inscription pour tous les étudiants, puisque, paraît-il, 2 000 €, 3 000 €, c'est modeste. Mais où on en est de la gratuité de l'enseignement public? Voilà, c'est cette logique de précarisation des individus, mais aussi de précarisation de la recherche, c'est-à-dire que ça met en danger tout simplement la recherche que nous dénonçons, que je dénonce. Évidemment, la recherche ne va pas du tout avec avec cette précarisation, ni d'un point de vue de son socle, comme je l'ai dit, mais ni d'un point de vue des humains qui la constituent, c'est-à-dire enseignants-chercheurs, post-enseignants, etc. Et le coût aussi des universités pour les étudiants, qui pourraient être des futurs chercheurs, mais enfin ça, c'est de moins en moins possible avec cette sélection. Un dernier point qui est dans la logique de ce système et qui, évidemment, est aussi dans cette LPPR, c'est le caractère antidémocratique. Tout le monde l'a noté ici, que ce soit le CNESER ou le CESE ont signifié, leur avis a été largement balayé, et je pourrais résumer leur point de vue tout simplement par cette affirmation que je fais mienne. Peut-on soigner un système avec les outils qui l'ont rendu malade? Parce que c'est quand même particulier. On est d'accord sur le diagnostic qui est posé sur cette LPPR, le diagnostic est fondé, on est d'accord, mais ils utilisent les mêmes outils, c'est-à-dire financement par projet, précarité, fausses annonces, etc., pour soigner le mal que ces outils produisent. Donc voilà ce qu'il va falloir combattre, et vous pourrez me trouver, en tout cas moi, au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale, présente pour batailler contre Vidal. Je dois avouer aussi qu'il y a un avantage à cette mise en lumière et à cette LPPR et à ce gouvernement Macron, c'est que maintenant ça devient visible que cette logique libérale qui est la sienne et qui est celle du monde, eh bien finalement attaque tout le monde. Parce que ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, dans cette lutte, finalement, il y a les chercheurs, les titulaires, les précaires, les doctorants, les post-doctorants, les étudiants. Tout le monde converge contre une même logique. Et c'est ça qui est intéressant. Non seulement vous convergez, mais ensuite vous vous coordonnez, c'est très intéressant, des luttes qui pour l'instant étaient éparses. Et ça, je trouve que c'est fort, quoi. Voilà. Alors, je l'ai dit, je serai celle avec mes collègues qui batailleront, bien sûr, à l'Assemblée contre cette LPPR, mais vous savez bien qu'on est bien 20, nos débats à l'Assemblée sont 20, vous le savez bien. Donc, je serai aussi à vos côtés dans la rue pour ce type de lutte, et j'ai entendu qu'il y avait un rendez-vous dès la rentrée, et bien j'y serai présente avec vous. Je vous remercie.